Le moment est plutôt solennel parce que c'est le panel d'ouverture de la conférence nationale des industries culturelles et créatives du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est évident que l'Afrique dispose de ressources capables d'alimenter les principales filières ou sections de la culture. Tout est à faire, semble-t-il. Ainsi, afin de contribuer au développement de ce secteur, ce projet est à l'initiative de Culture TV. L'industrie du film, toujours entre deux pour son plein essor, a encore subi la crise de la production avec la fermeture des salles de cinéma. Au rythme des variables, des époques et des États, on peine dans la plupart des États, des nations, à asseoir une politique de développement de l'industrie cinématographique. Pour en parler, les membres de ce panel qui sont avec moi, Chabi Kao Christiane, Marvin Oumeyouti en ligne, Tiburce Bokovo Kinyao. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Réciproque. Alors, nous allons démarrer avec vous, Madame Kao Christiane. Vous allez vous présenter plus amplement. Merci. Oui. Alors, je suis Christiane Chalikao. Je suis productrice, scénariste et réalisatrice béninoise. Je suis également la directrice d'une boîte de production, Iris Production et Édition, qui fait des productions surtout de séries télévisées et de temps en temps de documentaires et de courts-métrages. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur King Yao, Oui. vous allez vous présenter un peu plus amplement. Amplement, je suis King Yaro, je suis réalisateur de formation. Ok. Au cinéma, il m'arrive d'être scénariste, mais au quotidien, je suis directeur photo à la télévision publique du Bénin. Juste à côté de vous, Monsieur Tiburce Bokovo. Bonsoir. Bonsoir, Moi c'est oui. Tiburce Bokovo Sylvain Ménamon. Je suis auteur-réalisateur béninois. Près de 15 ans de carrière dans le cinéma et l'audiovisuel. Voilà. Alors, vous l'avez compris, pour les membres du panel ici avec moi en studio, et de l'autre côté, nous avons Marvin Oumeyouti qui va également se présenter plus amplement. Bonsoir Marvin. Alors, en attendant, en attendant qu'elle nous rejoigne, nous allons lancer les discussions. Madame Chabika Okrista, nous allons démarrer avec vous. Quels sont selon vous, si d'abord on devrait faire un état des lieux du cinéma en Afrique, que dirait-on? Alors, avant de parler donc de l'état des lieux du cinéma en Afrique, Oui. je crois en fait qu'il faut déjà qu'on sache quelle est la place de ce secteur cinéma et audiovisuel dans tout ce qui concerne les industries culturelles et créatives. Parce que c'est un secteur bien particulier. Bien sûr. C'est un secteur qui regroupe un certain nombre de métiers qui sont des métiers liés à d'autres genres culturels. Oui. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le 7e art, je crois, parce qu'il regroupe un peu tous les arts. Quand nous tournons avec disons, tous ceux qui interviennent dans le domaine de la culture, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, avec les comédiens, que ce soit la mode, etc. Donc, en fait, cette filière-là, notre filière, elle regroupe le cinéma, la télévision et la photographie. Et il y a des fois des amalgames qui sont faits, parce que quand on parle d'industrie culturelle et créative, nous, on est plutôt dans les industries culturelles. Okay. Donc, quand on parle de cinéma, télévision et photographie, pas les industries culturelles. Cette question qui revient tout le temps et qui est de parler, donc de faire le diagnostic un peu du cinéma africain en général, du cinéma béninois en particulier. Toujours, avant de faire le diagnostic, justement, est-ce que vous pensez que la place de votre art, elle est beaucoup plus prépondérante que tous les autres? Oui, moi, sans embâche, je dis que c'est un art qui regroupe tous les autres et qui emploie tous les autres.
toute façon. Ok. Donc, les contenus que nous créons sont des contenus, ne peuvent être des contenus de qualité que si tous les autres métiers donc, de la culture sont également de qualité. Vous êtes donc, le cœur, en fait. Voilà, on est le cœur du métier, ouais. Et on utilise donc toutes les autres compétences pour faire nos contenus. Venons-en au fait, alors. Voilà. Donc je disais que cette industrie-là, elle est assez particulière parce que c'est une question qui revient souvent. Quel est le diagnostic du cinéma, de l'audiovisuel en Afrique, au Bénin, notamment en particulier. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup parce que c'est pas ce genre de questions, en fait, que j'attends de la part de ceux qui ne sont pas du domaine. C'est plutôt la question de à quel niveau vous êtes, à quel niveau le cinéma africain et le cinéma béninois en particulier, l'audiovisuel est. Mais quand on fait une comparaison par rapport aux autres cinémas, pour le dire de cette manière, on ne vous voit pas vraiment démarrer. Donc du coup, on ne peut pas poser la question de savoir à quel niveau vous êtes si on ne voit pas grand-chose là. C'est justement le problème. Moi, je dis toujours aux jeunes, quand ils en parlent, que nous n'avons pas inventé le cinéma. D'accord ? Oui. Quand on parle de Hollywood, quand on parle de Bollywood, quand on parle du cinéma européen, quand on parle même de Nollywood, comparativement au cinéma ouest-africain que je connais mieux, les francophones ouest-africains, c'est un processus. C'est-à-dire que l'industrie cinématographique, c'est comme toutes les autres industries. C'est une industrie qui se construit avec le temps. On ne peut pas nous comparer avec des gens qui ont 100 ans d'existence de cinéma. On ne peut pas nous comparer avec des gens qui ont 200 ans, 300 ans. On ne peut, parce que si on doit nous comparer, nous sommes au stade où eux, ils étaient il y a un siècle. Avec la différence qu'ils n'avaient peut-être pas tout, le matériel et tout, voilà, tout cet habillage, tout ce background que nous avons aujourd'hui, auquel nous, on a accès, c'est vrai. Mais on ne peut pas non plus sauter les étapes et arriver directement au même niveau que ceux à qui on nous compare. Et ça, c'est un discours que je tiens tout le temps en disant, nous, notre génération, ceux qui viennent après nous, et peut-être ceux qui viendront plus tard, les petits-enfants, ce n'est pas eux qui vont voir, le cinéma africain, le cinéma béninois. Donc, ce n'est pas eux qui vont le voir arriver au niveau de ces cinémas-là avec lesquels on nous compare. C'est peut-être plus tard, parce que ça va être un cheminement. Nous sommes encore au stade embryonnaire, c'est pour ça qu'on ne nous voit pas, tout simplement parce que voilà, notre cinéma date peut-être un peu avant les années 60. Donc qu'on nous donne le temps, et qu'on donne le temps aux générations de se former, de faire des films, d'évoluer. Et si dans 2 siècles, on est au même niveau, réveillez-moi et puis dites-moi, voilà, ils n'ont pas avancé. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire une comparaison avec l'étape où on est aujourd'hui et l'étape... Enfin, tous ces cinémas, voilà, oui. L'étape où toutes ces industries cinématographiques sont aujourd'hui. Non, ou n'existaient pas. La même étape que les autres. Merci, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il vous est arrivé, oui, à l'époque? Oui. Donc, et quand vous évaluez, est-ce que vous pensez que vous êtes en bonne voie? Parce que vous parlez de processus. On est sur la bonne voie. Oui, définitivement, on est sur la bonne voie. On est même, on va même très vite. Le King ne va pas me... Non. Et justement, j'allais l'interpeller. Non, c'est vrai qu'on... Quand on regarde le problème dans notre corporation à nous, on se connaît depuis des années, on travaille ensemble,
on fait des choses, on sait qu'on est sur la bonne voie, nous les professionnels. Ouais. Vous, les professionnels. Nous les professionnels, c'est sûr, on est sur la bonne voie. Moi, ça me fait 21 ans dans ce milieu. La manière dont on a commencé, ce n'est pas la manière dont on est aujourd'hui. Ça, il faut le dire clairement. Mais vous savez, l'évolution intra-professionnelle n'est pas ce que les gens voient. En fait. Ce n'est pas ce que... C'est clair. Vous savez, la fois dernière, on projetait le film Woman King. Oui. Et j'expliquais des choses à mes enfants. Je disais ça, c'est ce qu'on fait. Et ils me disent, mais toi, on ne vend pas tes films. Alors, je suis allé sur Vimeo, j'ai monté de mes films que j'ai envoyé dans un festival à Paris. Ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu as dû faire tout ça pour me montrer le film? Et c'est là le problème. Donc le problème, ce n'est pas que nous n'avons pas les caméras. Comme disait Mme Chabikao, on a plus de moyens aujourd'hui que les autres quand ils ont démarré. Ils n'avaient pas les caméras aussi faciles à vous appuyer sur un bouton, vous faites rec. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc aujourd'hui, on a des moyens plus faciles de tourner. On a des moyens plus faciles de projeter, donc de distribuer en fait le produit. Est-ce que ce n'est pas finalement ça qui complique la chose? Ça complique, mais c'est une facilité dont on devrait profiter. Mais ce que nous, on n'a pas, c'est que nous n'avons pas créé toutes les étapes de l'industrie. Une industrie, c'est plusieurs filières et les filières se déclinent en étapes. Nous n'avons pas les étapes. Et que nous, les professionnels, nous sommes formés, on a de l'expérience. Quand on a de l'argent, on achète le matériel qu'il faut. On a commencé à comprendre qu'il faut écrire les histoires. Vous voyez? On a fait ce qu'il faut, nous, en notre sein. Mais c'est comme le paysan qui a compris comment planter de l'ananas. S'il finit de planter l'ananas et que l'ananas est au bord de la route, il n'a rien fait en fait. Que devraient être les étapes? L'ananas doit se retrouver comme pain de sucre dans un supermarché à Paris. C'est ça la finalité. Et nous avons des responsables qui, à un moment, parce qu'ils ont priorisé de donner de l'eau à nos compatriotes qui sont à Saza ou à Tassa, ont fermé les salles de cinéma. Si je suis un producteur de cinéma et que je fais des films et que je n'ai pas où projeter mes films, c'est-à-dire que je n'ai pas de distribution, il y a un problème. C'est comme vous voyez la télévision aujourd'hui. La télévision est un moyen d'affichage des supports audiovisuels. S'il y a des jeunes qui fabriquent des films, ils sont sortis des écoles, ils font des films, et que la télévision ne les montre pas, mais la télévision sert à quoi? Donc en fait, il faut voir le problème du point de vue structurel. On n'a pas mis en place toutes les étapes de l'industrie. Nous, en notre section, quand on se regarde, on se mire, ça serait un peu nombriliste de se dire que tout va bien. Effectivement, tout va bien à notre sein. Parce que quand Mme Chabikao m'appelle, moi, je me pointe. Parce qu'on a mis en place tous les rouages pour que ça marche à notre sein. Aujourd'hui, on peut faire un film, je peux faire un film, disons, 26 minutes en un mois. Quand j'ai fini de le faire, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'en fais? Ça ne devrait pas être comme ça. C'est pour ça que vous dites que vous ne voyez pas. Sinon, nous, quand on se regarde, on sait qu'on fait des films. Et je suis sûre que tous les acteurs de cette industrie, à leur niveau, disent qu'ils font leur part. Mais à quel niveau le problème se situe? Le problème se situe au niveau de ceux qui doivent faire la structure des industries. Ce n'est pas nous. Vous voyez, par exemple, nous demandons un code depuis plus de 30 ans. Il faut dire les choses comme ça. Et ce n'est pas nous qui allons voter une loi pour nous-mêmes, vous voyez. Donc ce n'est pas nous qui... Le code de tous les professionnels de tous âges du cinéma ont donné de la main, ont mis la main à la pâte pour que le code existe. Ouais. Donc si le code ne sort pas, c'est parce que ce n'est pas une priorité de nos gouvernants. Hein. Ce n'est pas du tout leur priorité. Il faut avouer que quand on vient dans nos pays, le cinéma n'est pas la première préoccupation qui saute à l'œil. Malheureusement, nous sommes des cinéastes et il faut qu'on fasse notre métier. Donc, on demande, on insiste, mais on a beau insister, ce n'est pas ça qui les préoccupe. Peut-être aussi que quand ils nous regardent de loin, ils ne voient pas une organisation qui leur permettrait d'entrer dans le milieu et de faire ce qu'ils doivent faire. Avant d'en arriver, M. Tiburce Bokovo, est-ce qu'il vous est arrivé de prendre du recul et d'évaluer le cinéma africain? Le cinéma, moi je vais surtout parler du cinéma béninois. Oui. Car parler de cinéma africain, c'est faire un mélange qui ne serait pas homogène. Déjà, il est important de souligner que nos États, l'État béninois, je vais dire en quelque sorte, n'a peut-être pas compris l'importance du cinéma. Le cinéma, au-delà du fait que ce soit de l'art,
du divertissement et tout, le cinéma est un outil politique et diplomatique. Et plusieurs pays l'ont démontré jusque-là et continuent de démontrer cela. On parle du rêve américain, on n'a pas connu le rêve américain en regardant le football américain. On a connu le rêve américain par le cinéma américain. Et aujourd'hui, quand on analyse même tout ce qui se passe dans le monde, il y a un pays qui est en train de faire une offensive pas possible dans le cinéma. Et moi, je veux parler de la Turquie. En temps, sur les novellas et tout, on avait les films brésiliens et autres. Mais actuellement, c'est la Turquie qui est en train de faire une percée qu'on n'imaginait pas il y a de cela 10 ans. Parce que la Corée aussi. Je parle de la Turquie parce que c'est un exemple que je maîtrise un peu plus, parce que j'ai des amis cinéastes turcs. L'État turc a compris que par le cinéma, ils feront parler de la Turquie. Il y a plein de personnes qui, actuellement, quand ils partent en Europe et tout, ils préfèrent aller à Ankara, visiter la Turquie, qui offre tellement de possibilités touristiques et tout. Et grâce à quoi? Grâce au cinéma turc. Grâce aux novellas, les novellas qui sont devenues finalement des séries turques qui drainent du monde. Et on part encore plus loin. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les pays ont utilisé le cinéma pour montrer leur force, leur puissance. Et c'est un peu dommage que ça soit surtout sur nos cieux en Afrique que la plupart des États ne prennent pas le cinéma comme cela doit être et n'accompagnent pas cela. Aujourd'hui, on rêve de faire du Bénin une destination touristique. C'est le rêve du chef de l'État. Beaucoup de Béninois admirent la chose, mais je pense qu'il faut réellement associer le cinéma pour que le Bénin soit réellement une destination touristique qui drainera du monde. On peut faire la fête du 10 janvier, la fête du Vaudou, peu importe l'appellation que ça a maintenant. Ça drainera plus de monde quand on aura des films à l'international qui vont vendre le Vaudou, qui vont réellement amener les gens à savoir ce que c'est le Vaudou. Et ça, nous, les cinéastes béninois, nous avons nos limites. On pourra chaque mois sortir un 26 minutes, mais tant qu'il n'y a pas l'accompagnement, et quand on parle de l'accompagnement, ce n'est pas forcément de l'argent qu'on donne, c'est d'abord une organisation culturelle qui ne peut venir que de l'État, en fait. Lorsque moi je vois l'effort que le gouvernement a fait pour le sport, c'est bien, mais la culture, le cinéma a aussi besoin de cela. Et aujourd'hui, il est réellement temps que les dirigeants comprennent que le cinéma, c'est comme l'armée, c'est comme le drapeau. Un État qui ne maîtrise pas son cinéma, qui n'investit pas dans son cinéma pour faire véhiculer ses histoires selon l'orientation que l'État veut pour le citoyen de demain, la culture de cet État risque de disparaître, risque de se fondre dans la masse. Aujourd'hui, on a des enfants qui parfois peuvent loyer leurs parents parce qu'ils voient ça dans les... On peut leur en vouloir, mais c'est ce qu'ils voient à la télé. À la télé, c'est normal que l'enfant, par exemple, allume la cigarette devant son père, mais chez nous en Afrique, ça ne se fait pas. Et tant que nos écrans seront inondés par des films venus d'ailleurs, on serait toujours en déphasage avec nos cultures. Et à la longue, notre culture risque de disparaître. Voilà. Merci, Monsieur Bokovo. Alors, Madame Christiane, vous les avez entendus. Ils ont parlé de l'absence d'étapes. Dites-moi quelles devraient être les étapes selon vous et quel est le préalable à la mise sur pied de ces étapes-là qui a manqué. D'accord. Au-delà de tout ce que c'est dit sur le plan créatif, en fait, du contenu, il ne faut pas oublier que c'est une industrie. Et l'industrie, moi je suis productrice. Quand je fais du contenu, mon objectif, c'est de gagner de l'argent sur le contenu que je fais. C'est de donner du travail à ceux qui ont choisi ce métier. Donc, comme tout chef d'entreprise, je vois d'abord le côté industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, les étapes à ce niveau, c'est une structuration. C'est-à-dire, comme dans toutes les autres industries, nous créons du contenu. Donc, le contenu que nous créons, c'est le produit que nous proposons. Et c'est le produit qui va nous permettre
de faire du chiffre. Donc, les étapes pour cette industrie, c'est d'abord qu'il y ait des producteurs. Quand il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de tasses qui fabriquent des usines. Quand il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de serviettes de bain. Donc, chacun choisit le produit qu'il a envie de créer. Et nous, dans notre domaine, les produits que nous créons, ce sont des documentaires, des longs métrages, des séries, des courts métrages. Et ces produits-là, l'objectif, c'est de les vendre. Donc, les étapes sont simples. Oui. Il faut, dans ce secteur, qu'il y ait déjà suffisamment de producteurs. Parce que s'il n'y a pas suffisamment de producteurs, ben, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de produit cinématographique et audiovisuel. Ça, c'est sûr. Absolument. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y en a suffisamment? Non. Okay. Non, je peux vous dire que aussi bien au Bénin qu'en Afrique, c'est une des professions qui souffre vraiment et qui pêche par le manque disons, d'engouement des jeunes. Les jeunes préfèrent être réalisateurs, faire tous les autres métiers, mais le métier de producteur ne les intéresse pas, tout simplement parce que c'est de l'entrepreneuriat. Et on sait comment l'entrepreneuriat est compliqué dans des systèmes où il n'y a pas un encadrement juridique fort. On sait comment l'entrepreneuriat est compliqué dans des systèmes où il n'y a pas un encadrement financier fort. Et la seule chose qu'on a ici pour les producteurs, ce sont les ressources humaines. Ça, au moins, on les a. On a des gens bien formés, on a des techniciens au top, mais voilà, le nerf de la guerre n'existe pas, l'encadrement juridique institutionnel n'existe pas, donc forcément, ce n'est pas un métier qui, disons, qui incite les jeunes à... c'est pas un métier qui les intéresse vraiment. Au contraire, ça leur fait peur. Moi, j'ai donné des formations à des jeunes qui voulaient devenir producteurs et ils ont disparu après. Parce que quand ils ont vu le parcours du combattant qu'il faut, alors que le métier de producteur, c'est la base, c'est le départ de notre industrie cinématographique. S'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas d'industrie. C'est eux qui vont chercher le financement, c'est eux qui vont investir, c'est eux qui vont créer du contenu, c'est eux qui vont donner du travail aux gens, etc. etc. Donc, je ne vous coupe pas et finalement, est-ce qu'on pourrait penser que ce sont les producteurs qui ont mal posé la base parce que tout part d'eux? Non, c'est pas tout. Parce que vous avez tout fait d'apposer la politique. Elle a balisé le chemin. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est-à-dire que si vous êtes même si vous avez l'argent, comme elle a su bien le dire, il n'y a pas d'encadrement juridique, il n'y a pas d'encadrement financier. Donc si vous avez de l'argent, vous n'avez pas envie de mettre votre argent quelque part, vous n'avez pas envie de mettre votre argent quelque part où ce n'est pas sécurisé. Donc je reviens à ce que je disais tantôt, c'est l'État qui n'a pas créé le cadre institutionnel rassurant pour que les banques, tous les investisseurs, toute personne qui veut mettre de l'argent dans ce secteur puisse être confiant et à l'aise pour pouvoir créer des producteurs. Il y a plusieurs personnes qui ont vocation de producteurs. Vous savez, entreprendre de façon normale dans tous les autres secteurs est déjà assez compliqué. Oui. Maintenant, imaginez un secteur artistique où le produit existe, mais la vente est aléatoire. C'est encore plus compliqué. Maintenant, sans le cadre institutionnel, juridique, financier qu'il faut, c'est vraiment difficile. Donc moi, le diagnostic qui est fait juste, c'est que il est difficile, il faut un courage monstre pour s'affirmer aujourd'hui comme producteur. Quand quelqu'un dit qu'il est producteur, tu te demandes est-ce qu'il a les reins solides pour tenir. Donc, il faut féliciter tous les producteurs qui essaient de nous appeler et de nous donner du travail à faire. C'est ça en fait. Et je vais ajouter quelque chose à ce diagnostic, c'est que avant même d'être producteur, même si on faisait le cadre juridique et qu'on rassurait tout le monde, que les banques donnaient des facilités pour faire les films,
il reste un problème. Moi, j'ai fait un détour à la banque, j'ai travaillé à la banque. Vous ne pouvez pas avoir un prêt si vous ne garantissez pas au banquier que vous savez où vendre le produit. Vous n'avez pas un marché. Donc, les prêts sont accordés à des gens même qui ont des commandes, des précommandes, c'est-à-dire qu'on vous a commandé avant que vous ne produisiez. Donc, si vous amenez vers un banquier, 2 ou 3 précommandes où on dit, vous avez déjà vendu le film avant qu'il ne se fasse, à 3 distributeurs, 3 télévisions, c'est normal qu'ils vous donnent de l'argent parce qu'ils savent que l'argent va venir. Donc, si vous n'avez pas le marché, inutile, même si vous avez le financement d'être producteur, vous allez mettre votre argent dans le vide. Donc, moi, j'ai dit, l'État doit donner les cours et créer les salles et les télévisions. C'est tout ce qu'il doit faire. S'il ne fait pas ça, parce que les autres étapes, on peut le faire. Et même si on ne le fait pas tout de suite, les 2 systèmes qui vont se créer, à savoir le cadre institutionnel juridique et la distribution, si ces 2-là se mettent en place tout de suite, ça va formater tout le monde. Tout de suite. C'est-à-dire que si une banque vous dit dans votre dossier, si vous n'avez pas un directeur photo qui a 15 ans d'expérience, évidemment, vous allez, tous les directeurs photo vont se dire, il faut que je travaille pour avoir 15 ans d'expérience. Donc même les problèmes de, il ne doit pas être, il ne doit pas dire qu'il est directeur photo, il ne doit pas dire qu'il est réalisateur, il ne doit pas dire ceci. Tout cela va se régler si, en amont, il y a le financement et le cadre juridique, et en aval, il y a la distribution. C'est parce qu'on n'a pas les deux que tout le monde fait ce qu'on veut. Si vous avez un film à la télévision, et qu'on vous dit que ce réalisateur est sorti il y a un an, qu'il ne peut pas faire un film, il ne peut pas faire un long métrage. Si c'est ça la règle, et qu'un an après tu ne peux pas faire un long métrage en tant que réalisateur, mais si vous avez un, on ne va pas vous dire, donc vous n'allez pas mettre vos sous dedans. Donc il y a des règles au milieu qui vont se mettre en place d'elles-mêmes, mais les 2 plus importantes, c'est le cadre institutionnel juridique, dont le code, et ça c'est ça, et la distribution, là encore l'État est présent, c'est les salles, il faut avoir pas où vendre le film. À l'interne, au local d'abord, il ne faut même pas parler d'international. Madame Christiane, je reviens à vous pour qu'on continue le diagnostic. Oui, donc je disais, donc il faut déjà partir de là, les producteurs. Ensuite, une fois que, parce que je répète toujours, bon, à la décharge de l'État, c'est une industrie. Moi, je me réfère toujours aux modèles qui ont réussi, comme par exemple Hollywood au Nigeria. D'accord? C'est vrai qu'ici, on n'a pas les mêmes atouts que le Nigeria. C'est peut-être pas une bonne comparaison, mais je vais la faire quand même. Chaque fois, on dit oui, l'État doit créer des salles, l'État doit, les télévisions, donc ils doivent nous acheter les produits. Quand je vois comment Hollywood s'est créé très rapidement, c'est tout simplement parce que Hollywood a bénéficié d'un marché énorme, parce que le Nigeria, c'est des centaines de millions de personnes. Donc ça veut dire que Hollywood, par exemple, est une industrie qui s'est passée de l'État nigérien. Et ça, ce n'est pas possible ailleurs, c'est ça? Au Bénin, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible parce qu'on est un petit pays. Oui. C'est vrai que ce n'est pas possible au Bénin, mais c'est possible si on s'organise. C'est pour ça que les pays satellites qui sont autour, là, en Afrique francophone, Bénin, Togo, Burkina, Niger, etc., Sénégal, Côte d'Ivoire, on n'a pas le choix. On est obligé, si on veut par exemple avoir une industrie cinématographique performante dans les années qui viennent, et ça a déjà commencé, beaucoup ont compris ça et ont commencé, on est obligé de mutualiser nos marchés. Okay. On est obligé, donc ça veut dire que quand on fait un film, on ne le fait pas pour le public béninois, on le fait pour le public ivoirien, pour le public togolais, pour le public du Niger, et c'est ce modèle-là qui peut nous permettre à nous, producteurs, de nous en sortir. Mais si jusque-là, il n'y a aucune structuration pour déjà gérer les films, les productions à l'interne, comment est-ce que vous voulez mutualiser les efforts? C'est une solution. Oui, en fait, oui, c'est une... Il n'y a pas de structuration, c'est vrai, mais il y a quand même des prémices. À force de créer, la structuration va venir. Je crois que la structuration est en train de se mettre en place. Ça ne se voit pas pour le moment,
D'accord? C'est vrai que le code, c'est ce qui nous... c'est le plus important, le code. D'accord? Mais à côté du code, il y a des petits signes. Il y a des choses qui se font et qui nous permettent à nous, producteurs, d'accord, de commencer à sentir qu'on est en train d'entrer dans une industrie qui petit à petit va nous permettre de, disons, de travailler mieux. Moi, j'ai souvent une question quand j'entends les acteurs interpeller le pouvoir politique sur sa responsabilité à édicter des lois, à édicter des règles, à organiser les filières ou les secteurs. Je dis, mais vous, acteurs, est-ce que vous avez organisé les choses et vous avez imposé ça au pouvoir public? Je ne sais pas qui va y répondre. La fin de la question m'a fait bizarre. Imposer ça au pouvoir public. Les acteurs ne peuvent pas imposer les choses au pouvoir public. C'est le pouvoir public qui doit d'abord savoir quelle est la place que le cinéma occupe dans le Bénin et la place que le cinéma doit occuper dans le futur qu'on veut pour le Bénin. Et c'est ça qui va permettre maintenant au pouvoir public de dire, ok, le cinéma, c'est peut-être, on va utiliser le cinéma comme un outil diplomatique, ce qui fait qu'on va avoir tel budget au cinéma, on va assainir le secteur de telle manière pour que ça évolue. Quand on parle de cinéma, ce n'est pas une histoire de petits sous, mais avec peu de moyens, on peut faire des lèvres. Ce n'est pas une histoire de petits sous, mais avec peu de moyens, on peut faire des lèvres. Même s'il y a une nuance dans ce que je dis. Il est aussi important de savoir comment en est-on arrivé là au Bénin. On a eu des salles de cinéma au Bénin qui ont fonctionné à merveille. Et ces salles de cinéma, tout récemment, il y a un doyen qui me disait que la plupart de ces salles de cinéma ont été construites par des opérateurs économiques privés avec l'appui de l'État. C'est-à-dire l'État a fourni le domaine, ils ont construit ces salles, et lorsqu'ils ont exploité jusqu'à un moment donné, ils ont récupéré les sous, l'État a récupéré les salles. Ce qui veut dire que la volonté était. La volonté politique existait. Actuellement, ce qu'on peut demander à l'État, c'est déjà le code, c'est important pour qu'on sache que représente le cinéma, quelles sont les dispositions que l'État prend pour le cinéma. Et l'autre chose aussi, il faut que l'État permette maintenant, c'est-à-dire, c'est clair, une fois que le code est là, les choses sont claires, il y aura des personnes qui vont investir réellement dans le cinéma. Le cinéma, quand on dit que c'est une industrie, je donne un exemple. Que veut un homme d'affaires, l'opérateur économique? Il veut faire des chiffres. C'est-à-dire la plupart des opérateurs, des hommes d'affaires, s'ils sortent 1 million, il doit être sûr que dans une année, ces 1 million vont devenir 2 millions. Lorsque ça c'est garanti, on est sûr que des opérateurs économiques vont sortir de l'argent pour financer des productions. Et quand je dis financer, ce n'est pas que ça fait de ces opérateurs économiques directement des producteurs, mais il y aura des producteurs qui auront vers ces opérateurs économiques, qui vont leur donner une certaine garantie. Voilà, nous on est sur un projet, c'est tel. Si aujourd'hui vous nous sortez 10 millions, on tourne dans 1 an, dans 2 ans, on vous retourne 15 millions. Lorsque tout ça c'est clair, on est sûr que même si l'État ne sort pas des milliards de sa poche, les opérateurs économiques vont sortir de l'argent. Ce qu'on demande à l'État surtout, c'est mettre le cinéma béninois sur orbite. Quand je dis mettre le cinéma béninois sur orbite, c'est de travailler à ce que, en plus du travail que nous, acteurs du cinéma, nous faisons déjà, parce que c'est clair, on travaille, même si ça ne se voit pas comme vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille et on est sûr qu'on est sur le bon chemin. Ce que l'État va faire en mettant le cinéma béninois sur orbite, c'est créer les conditions pour que, sur le plan national, et aussi sur le plan international, le cinéma béninois soit reconnu. Et ça, c'est réellement la responsabilité de l'État. Les cinéastes ne feront pas ces responsabilités, peut-être 20% revient aux cinéastes. Je donne un exemple. Il y a une édition du FESPACO, le Rwanda était venu faire une offensive diplomatique. Et c'est à partir de là que beaucoup ont fait parler du cinéma rwandais. Et le président rwandais s'est déplacé. Il y avait des films financés par le pays qui étaient en compétition.
Et ils ont pris le grand trophée. Ils étaient invités d'honneur partout où tout le monde passait. C'était Visite Rwanda. Le mot d'autre festival, c'était Visite Rwanda. Je ne sais pas si la prononciation exacte, souvent en contrôle, c'était le mot d'ordre. Je dis ça pour dire quoi? L'État ne peut pas subir, c'est-à-dire l'État ne doit pas fonctionner comme un privé vis-à-vis des secteurs culturels. L'État doit accepter, investir de l'argent et ne pas avoir directement de l'argent qui entre. Ça, c'est les privés qui vont sortir de l'argent, espérer avoir directement de l'argent qui entre. L'État doit sortir de l'argent pour se dire ce qu'on veut faire. Si c'est que sur le plan africain, lorsqu'on parle de... On parle de Woman King, mais c'est une histoire béninoise. Mais c'est une histoire béninoise tournée par des gens qui ne sont pas béninois. Donc comprenez que l'argent que Woman King a rapporté à la production, ça rapporte rien à l'État béninois, ça rapporte rien. Sauf quelques béninois qui ont travaillé sur le projet. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire, le cinéma, c'est la création d'emplois. Et si l'État veut qu'il y ait de résoudre un peu le problème de manque d'emploi, il faut que l'État pense au cinéma. Lorsqu'on a tourné Black Santiago, je pense qu'il y a eu au moins, Dada va me corriger si je me trompe, mais je pense qu'il y a eu au moins 1000 ou 2000 Béninois qui ont travaillé sur le projet. 1000 ou 2000 Béninois qui ont travaillé sur le projet. Et je vais dire de manière... Pour environ 6 mois. Hein. Pour environ 6 mois. Et dans ça, il y a eu environ 200 Béninois qui travaillent tous les jours. Les autres, c'est des figurants, des gens qui interviennent de manière ponctuelle. C'est des gens qui préparent à manger. C'est des gens... C'est plein de choses. Si on parle de la carburation qui a été utilisée pour le film, pour la série Black Santiago, si c'est trop peu, c'est 10 millions. Je suis sûr de ça. Si c'est trop peu, on n'a rien dépensé, c'est 10 millions. Si je me trompe, Dada va me corriger. Donc, le cinéma, c'est un secteur qui peut réellement permettre au Bénin d'être présent sur le plan international et aussi créer de l'emploi, créer de la richesse. Alors, M. Nyamokoro, au-delà du cadre institutionnel et juridique qui n'existe pas, des problèmes liés à la distribution, est-ce que vous travaillez bien, vous travaillez bien, mais est-ce que vous vous auto-évaluez? Quels sont les autres problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes, par exemple, liés à la demande pour le cinéma? Vous voulez parler de la demande du public? Oui. Parce que quand ça intéresse, à tous les coups, ça marche. Attention, quand ça intéresse, comment on a su que ça intéresse? Comme je reviens à la question de la distribution. Un film qui n'est pas vu, vous ne savez pas si ça intéresse ou pas. Alors, quand un film veut sortir, avant la première, on fait une première diffusion aux personnes qui sont des influenceurs et qui peuvent parler de votre film, donc des journalistes, des critiques, des professionnels du milieu. On peut leur montrer le film et recueillir leur avis. Alors, c'est la projection 0. Quand on fait ça, eux, ils vous disent ce qu'ils pensent. Ils peuvent dire que le film est moyen et le film va faire carton. Donc, ce n'est pas vraiment un benchmarking juste. Donc, quand vous dites, est-ce que ça intéresse? Moi, ce que je dirais plutôt, c'est quoi? C'est que nous courons un risque actuellement. Certes, nous sommes un petit pays. Mais le risque que nous courons, c'est que, à force de laisser nos enfants voir les productions étrangères, quand nous leur montrons les histoires de chez nous, ils ne trouvent pas nos histoires belles. En fait, c'est ça. Parce que le psyché de quelqu'un, d'un enfant, est facilement modélable. On lui a déjà montré qu'une histoire d'amour à l'européenne, c'est telles étapes. Vous n'allez pas me dire ça. Woman King, c'est quasiment... et ça a plu à tout le monde. Donc, du coup, Woman King, est-ce que ce n'est pas vous ce que je dis, oui. Vous venez de donner l'exemple qui confirme ce que je dis. Ah oui. Nos enfants ont aimé Woman King. Mais en vérité, l'histoire à la base de Woman King est une histoire béninoise, mais elle n'est pas racontée comme une histoire béninoise. Les codes, si vous savez écrire, vous allez voir que le scénario de Woman King est écrit exactement comme Hollywood aime écrire les scénarios. L'histoire d'amour qui est racontée. C'est le standard des films américains. L'histoire d'amour qui est racontée dans The Woman King, ce n'est pas une histoire d'amour à la béninoise.
Aucune histoire d'amour à la béninoise ne se ferait comme ça. Ni aujourd'hui, encore moins à l'époque. Parce qu'à l'époque, on était encore plus machin truc. Donc, il y a une séquence, moi j'en ai discuté avec des collègues parisiens, je leur ai dit que cette séquence entre la jeune Amazone et puis le Portugais au milieu de la forêt dans la jungle, elle est impossible, c'est pas vraisemblable. Mais c'est selon les codes de l'histoire d'amour à Hollywood, non, à l'américaine, c'est possible. Donc, nous, et c'est pas leur faute, eux, ils ont besoin de ça pour vendre leur film. Nous, on a laissé nos enfants regarder ce type d'histoire et ils ont aimé. Mais ce n'est pas, si j'écris une histoire aujourd'hui typiquement à la Boméenne, ils vont regarder et trouver ça. L'amour est universel. Donc non, le sentiment est universel. La manière dont il se manifeste n'est pas le même dans tous les pays. C'est pour ça que vous regardez un film hindou et pour exprimer l'amour, ils dansent. Et vous dites pourquoi ils dansent autant. Les Chinois ne s'embrassent pas du tout à l'écran. Vous savez, dans chaque culture, l'amour se manifeste de manière différente. Les Français s'embrassent sur les bancs publics. Les Béninois s'embrassent en cachette. Mais quand on suit aujourd'hui, il y a, je crois que vous avez évoqué le cinéma turc. Au début, ils étaient beaucoup plus prudes. Il n'y avait même pas de... Bien sûr, les choses vont changer. De plus en plus. Et ma question pour vous, Madame Christelle, c'est est-ce que finalement, à la recherche de cette authenticité, là, parce que ça fait partie de l'un des problèmes, à la recherche de cette authenticité pure et dure, est-ce que ça ne dessert pas votre art? Est-ce que vous ne devriez pas plutôt mixer parce qu'on est... Mais c'est quoi En fait, vous avez bien compris aussi. Non, en réalité c'est vrai qu'on en rigole, mais c'est très sérieux ce que King était en train de dire. Parce que moi, j'ai le souvenir de quelque chose qui m'a beaucoup choqué il y a quelques années sur les réseaux sociaux, où on a montré des poupées. On a présenté une poupée noire et une poupée blanche à des petites filles noires qui vivent en Europe, au Canada, en France, tout ça. On leur demandait qui est la plus belle parmi les deux poupées. Et systématiquement, toutes ces petites filles noires disaient c'est la poupée blanche qui est la plus belle. Aux yeux bleus. Pourquoi? Parce qu'elle a les yeux bleus, parce qu'elle a les longs cheveux, etc. En fait, nos histoires, on parlait de Hollywood tout à l'heure. Hollywood fait des films pour son public, oui. D'accord? En Europe, ils font des films pour leur public. En Turquie, ils font des films pour leur public. Même les novelas brésiliennes et mexicaines dont on nous a gavés pendant des années ici, c'est pour le public de ces pays-là. Mais ça veut dire que vous avez échoué? Est-ce que les premiers producteurs africains ou béninois n'ont pas... désolé, hein, mais bon... Oui, non, on est d'accord. On est d'accord. Il faut que je termine ça veut pas dire qu'on a échoué. Allez-y. Il faut que je termine mon développement. En réalité, ce n'est pas une question d'échec. Okay. C'est tout simplement parce que pendant longtemps, d'accord, on nous a imposé de raconter nos histoires avec des codes qui n'étaient pas les nôtres. Je vais vous donner un exemple tout simple, d'accord? Vous faites une histoire de sirène, d'accord, de Mami Wata. Légende urbaine en Afrique, tout le monde connaît les sirènes et tout ça. Vous voyez comment les histoires de sirènes sont racontées en Occident? Nos petites filles sont là devant la petite sirène. Nous, ici, la légende urbaine fait de la sirène un être effrayant, maléfique. Donc, en réalité, ce sont nos réalités, ça. C'est-à-dire que si nous écrivons des histoires, nous racontons des histoires avec nos codes, il va falloir changer les mentalités de nos enfants dès le bas âge. C'est très dur, ça. Il faut une rééducation culturelle, c'est ça le problème. C'est dur, c'est fastidieux, mais il faut commencer quelque part. À le faire. Il faut commencer quelque part. Il faut que les générations... C'est pour ça que je parlais d'un processus qui va mettre du temps. Aujourd'hui, Hollywood, quand ils font leurs films, vous l'avez dit, ils ont des codes. Et s'ils ne respectent pas ces codes-là, personne ne va voir les films. Personne ne va au cinéma. Qui pour établir ces codes chez nous? Non, attendez. On vous a dit tout à l'heure qu'on est formé. Donc nous allons à l'école. Moi, pour faire mon master en réalisation, j'ai dû apprendre la scénarisation. Et quand on vous apprend ça, vous lisez des tonnes de livres. Mais qui les écrit? Ce sont des blancs. Oui, c'est eux. Alors,
Actuellement, je suis dans un processus où je me suis engagé pour faire un doctorat dans ce domaine-là, pour que moi-même je puisse écrire selon les codes à l'africain. Le héros aux 1000 visages, le livre qui est la base de la réalisation aujourd'hui, de la scénarisation aujourd'hui à Hollywood, a été écrit par un sociologue, un anthropologue. Il est allé raconter tous les mythes de tous les pays. Il n'y a qu'une seule page sur un seul petit mythe du Congo. Pour toute l'Afrique. Attention, ce qu'il a raconté est universel. Ce qu'il a écrit est universel. Donc on peut s'en servir comme base. Je ne dis pas que Joseph Campbell a écrit un livre qui n'est pas universel. Parce qu'il est allé en Inde partout. Donc les codes qu'il a déduits de tous les mythes à l'international sont universels. Ces codes existent même dans nos contes là, à Djourou. Mais quand il a fini de faire ça, il n'a pas trouvé de particularité parce qu'il ne s'est pas intéressé aux histoires africaines. Il a juste fait ce qui est commun à tout le monde, mais nous devons faire ce qui est particulier à nous. Aujourd'hui, nous nous basons sur ce qui est commun à tout le monde. Et quand nous projetons ça à nos enfants, ils ne se reconnaissent pas. Parce que déjà, eux, comme la petite sirène, leur mentalité, ayant vu, à 5 ans, vous allez à la Sonaec, vous achetez des livres qui sont écrits par des blancs à vos enfants. Ils regardent la petite sirène. Après, vous leur projetez Mami Wata, ils vont dire que Mami Wata, elle est méchante. Ainsi de suite. Donc, ce n'est pas les mêmes critères de jugement. C'est à nous de reprendre le travail. C'est un autre travail à faire. Mais c'est difficile. Pourquoi? Tout à l'heure, on a parlé d'entreprise et de producteurs. Le producteur, lui, veut gagner de l'argent. Donc, si vous écrivez une histoire et le producteur rentre dans la salle où vous écrivez, vous lui montrez l'histoire, s'il est quelqu'un comme moi, il vous dit tout de suite, les gens ne vont pas aimer ça, je ne vais pas vendre. Parce qu'il sait déjà que ses enfants ne vont pas écouter cette histoire-là. À partir de ce moment, il vous aiguillonne sur le chemin où l'histoire sera vendue, c'est-à-dire ce à quoi les enfants sont déjà habitués. C'est aussi difficile de faire la part des choses entre l'éducation culturelle que nous voulons redresser et le producteur entrepreneur qui veut gagner de l'argent pour faire vivre l'industrie. Donc aujourd'hui, moi, je mets de l'eau dans mon moulin quand je vais en résidence et qu'on me dit, bon, cette histoire que tu racontes là, c'est vrai, elle est authentique, mais les gens n'ont pas envie de voir ça, c'est discutable, mais je comprends pourquoi on me le dit. Voilà. Alors, si la régie est avec nous, nous allons finalement recevoir Marvin Oumeyouti, mais avant, si c'est possible également, on pourrait faire une courte pause publicitaire. Bon, je crois que... On peut y aller avec la courte pause ou on reçoit directement Marvin. Alors, puisqu'elle est là, bonsoir Marvin, vous allez bien? Oui, bonsoir, je vais bien et vous? Ça va super bien. Bonsoir au plateau. Alors, j'espère que vous me recevez sûrement. Vous allez vous présenter. Oui, je vous reçois. Ok. Vous allez vous présenter beaucoup plus amplement et nous dire selon votre prisme les problèmes que vous listez dans l'industrie cinématographique. En Afrique ou au Bénin? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, moi, c'est Marvin Oumeyouti. Je suis directrice de Yema Film Distribution, qui est une société de distribution basée ici en France, qui distribue en France et sur les territoires d'Afrique francophone, et aussi créatrice du podcast Cinéma Raconté, qui est le premier podcast sur l'histoire des cinémas d'Afrique. Et voilà. Vous voudrez bien reprendre un peu la présentation parce qu'on a eu du mal à entendre par ici. Sur le plateau, voilà. Ok, moi c'est Marvin Oumeyouti, je suis directrice de Yema Film Distribution, qui est une société de distribution française qui distribue en France et sur les territoires d'Afrique francophone. Et je suis aussi créatrice du podcast Cinéma Raconté, qui est le premier podcast sur l'histoire des cinémas d'Afrique, l'histoire et la promotion des cinémas d'Afrique. Voilà.
Je sais pas si... L'un des problèmes qui a été relevé abondamment par ici, c'est le fait que la distribution n'est pas organisée. Qu'est-ce que... J'ai du mal avec le son. C'est bon, vous me recevez? Oui, oui, je vous reçois. Alors, la distribution n'est pas bien organisée. Est-ce que c'est en réponse à cela que vous avez créé votre société ou dites-nous en plus. Alors, bon, moi, à la base, je ne suis pas issue du milieu cinématographique. Je suis journaliste. J'étais journaliste. Après, je suis allée en France faire un master en études cinématographiques et audiovisuelles. Et c'est là que je suis entrée en contact avec le cinéma, notamment avec le cinéma africain. Et j'ai commencé par faire mon podcast parce que justement, j'avais envie de voir des films africains dont j'ai entendu parler dans des cours. Et c'était difficile pour moi de voir ces films-là. Et bah, j'ai commencé par aller dans des bibliothèques et je découvrais des DVD, des bandes qui étaient cachées, poussiéreux dans des cinémathèques Afrique de l'Institut français à la BNF. Et donc, je trouvais que c'était un gâchis que des films réalisés par des grands cinéastes africains se retrouvent dans cette condition-là et ne soient pas vus par la population locale. Et c'est comme ça que l'idée de créer un podcast est venue pour raconter l'histoire de ces films et en même temps raconter l'histoire du cinéma africain. Et alors ensuite, grâce à ce podcast, j'ai commencé par aller dans des festivals, à rencontrer des cinéastes qui me posaient toujours le même problème, qui était le problème de la diffusion de leurs films, que ce soit à l'international ou au niveau local. Et donc, en temps, j'ai travaillé au niveau de Pathé BC Afrique, qui est la filiale Afrique du groupe Pathé, qui est un groupe français de production et de distribution de films. Et là, j'ai découvert en réalité l'industrie du cinéma en Afrique, notamment les réseaux Canal Olympia, les réseaux Majestic en Côte d'Ivoire, Cinépax à Madagascar, Cinébuzz au Congo, donc plusieurs réseaux de distribution de cinéma. Et j'étais très surprise de savoir que bah, l'Afrique générait autant d'argent et ramenait autant de monde dans ces salles de cinéma-là, avec des films, évidemment, des films américains, des films d'Hollywood. Et, et donc, je me suis dit, euh, si on donne toute cette place, si on arrive à donner toute cette place au cinéma internationaux, aux films internationaux, il doit quand même avoir une petite place aux, aux films qui sont produits sur nos territoires parce que l'idée à la base, c'est de faire voir nos films à nos compatriotes avant de pouvoir les faire accepter à l'international également. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de créer Yema Film Distribution, qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, hein, à partir depuis janvier. Et là, on va sortir notre premier film africain le 6 septembre prochain. Et donc, mais en temps, il faut mixer aussi parce que la distribution, c'est vrai, on a envie de soutenir les cinémas d'Afrique, mais il faut gagner aussi de l'argent. Donc, on mixe nos sorties africaines avec les sorties internationales également, parce que bah, pour le moment, c'est ce qui génère, qui rapporte de l'argent. Mais l'idée, c'est de donner quand même une bonne place aux productions africaines. Voilà. De réaliser ou de voir réaliser le vœu de voir les productions africaines bien distribuées. Rien, enfin, il n'y a pas grande organisation au niveau de la distribution cinématographique, c'est ce que vous dites? Oui, alors, le souci aujourd'hui, ce que moi j'ai constaté en travaillant dans le domaine, c'est que la plupart du temps, les producteurs, les réalisateurs sont en même temps distributeurs, en tout cas en Afrique, sur l'Afrique francophone. Les producteurs et réalisateurs sont en même temps distributeurs, alors que la distribution, c'est un métier à part
Et donc, ils ne le font pas forcément comme il faut, mais c'est pas de leur faute parce qu'il faut qu'il y ait un distributeur qui souhaite accompagner le film et qui croit au film et qui s'engage à avancer les frais de distribution, parce que distribuer un film, c'est mettre en jeu de l'argent sans aucun risque de récupérer cet argent, parce que tu ne sais pas, tu n'as aucune garantie que le film va marcher ou pas en salle. Toi, en tant que distributeur, selon tes sensibilités cinématographiques, selon la connaissance que tu as de la région dans laquelle tu veux distribuer le film, tu choisis tel ou tel film et tu fais tout ce qu'il y a à faire en termes de marketing, en termes de programmation pour accompagner le film, pour que le film rencontre son public. Donc pour ça, il faut que on trouve un distributeur qui soit prêt à faire ça. Et pour qu'un distributeur soit prêt à faire ça, il faut qu'il y ait des films de qualité. Et c'est aussi ça que... ça, c'est un des problèmes. Le deuxième problème, c'est que dans beaucoup de pays au niveau de l'Afrique francophone, il n'existe pas de structuration du secteur de la distribution. Donc, ce qui ne met pas en confiance le distributeur qui veut distribuer son film. Par exemple, je sais pas comment je vais. Par exemple, je prends un exemple. On a eu un tout petit problème au Cameroun il y a quelques temps. Et en fait, un film qui entre dans un territoire a besoin d'un visa culturel, d'un visa de distribution. Et en fait, au Cameroun, on paye ce visa pour chaque film. Sauf que leur code cinématographique, il est vieux, il est vétuste, il n'est plus adapté à nos réalités. Et donc, vu qu'il n'y a pas vraiment de loi qui régit tout ça, eh bien, le comité qui donne les visas, eux, ils veulent prendre ce qu'on paye là, ils veulent prendre ça par salle de cinéma, alors qu'on paye ça par pays. En fait, dès qu'on le paye dans un pays, on n'est pas obligé de le payer par salle de cinéma. Donc, du coup, ça a été une situation qu'on a gérée avec les autres distributeurs de la sous-région pour essayer de leur faire comprendre qu'en réalité, on ne paye pas un visa par cinéma, on paye un visa par territoire. Et donc, voilà, par exemple, ça, c'est une situation concrète que peut générer un environnement sans loi. Donc, ça peut rendre frileux un distributeur qui veut distribuer un film parce qu'il se dit, bah, vu qu'il n'y a pas de cadre juridique réglementaire, comment est-ce que je vais perdre de l'argent, je vais payer de l'argent à gauche, à droite que je ne vais pas pouvoir récupérer peut-être sur la sortie du film. Et donc ça, c'est des situations, c'est pas qu'au Cameroun, il y a plusieurs pays de la sous-région qui ont ce souci-là, ou alors du jour au lendemain, on découvre des taxes qui n'existaient pas. Et ça, c'est vraiment le problème de la structuration du secteur de la distribution. Et donc ça, c'est des problèmes qui peuvent arriver. Donc au-delà de la qualité du film, qui, Dieu merci, moi, franchement, je suis très contente parce que de plus en plus, la qualité des films qui sont produits sont de mieux en mieux. On commence pas à voir aujourd'hui plus de films africains dans les salles, dans le réseau Canal Olympia. Au-delà du réseau Canal Olympia, il y a même d'autres réseaux qui ont commencé par accepter les films africains aujourd'hui dans leur programmation parce que même si ça ne génère pas autant d'argent, au moins ils font l'effort parce qu'il y a une certaine qualité professionnelle derrière, donc ils font l'effort d'accompagner ces films-là dans leur programmation. Et donc, voilà à peu près ce que je peux dire sur la distribution. Après, sur la production, la créativité, je vais laisser les autres professionnels en parler. Merci Marvin Oumeyouti. Je crois que vous êtes avec nous pendant 1 heure, on m'a dit. On revient sur ce plateau. Je vous ai vu hocher grandement la tête tout à l'heure lorsqu'elle a parlé de
producteurs et réalisateurs qui deviennent aussi, ou qui sont obligés d'être distributeurs. Est-ce que le problème est réellement là aussi? C'est un réel problème qu'elle a évoqué. Elle a évoqué. C'est pour ça que les personnes comme Mme Chabi Kao sont des personnes à citer en exemple, parce elle a mis du sien pour créer une entreprise formelle pour devenir un producteur. Je ne vais pas nommer les personnes, mais moi, vous savez, en tant que directeur photo, quand on m'invite sur un plateau, je travaille avec le réalisateur. Donc, on m'a amené en repérage pour un film qui doit sortir. Quand je vais en repérage, je vois des choses, je me dis, je dois signaler ça au réalisateur. En même temps, on ne va pas faire ci, on va faire ci. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le réalisateur. Donc, je me suis retourné pour demander c'est qui le réalisateur. Donc, il s'est fait que c'est le comédien célèbre qui m'a amené en repérage, qui a dit, c'est moi le réalisateur. Vous voyez, et je lui ai dit tout de suite, je ne peux pas travailler pour toi. En fait, ça peut paraître arrogant, mais vous savez, directeur photo, ça vient d'une mauvaise traduction de l'anglais. C'est directeur of photography. Directeur, ça veut dire réalisateur. Okay. Moi, je réalise l'image. Donc, je suis un réalisateur parmi les réalisateurs d'un film. Et si tu me dis, je suis le réalisateur, je serai en train de parler, peut-être tu ne comprendras pas, même si c'est ton film. Vous voyez, ça pose un problème. Donc, vous ne pouvez pas être à la fois le comédien, le réalisateur. C'est possible, hein, dans les industries développées hollywoodiennes, le scénariste, le distributeur. Attendez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Dans une industrie embryonnaire, sans code, sans structuration, vous ne pouvez pas. Il faut être un peu, il ne faut pas être tout. Parce que, justement, quand il manque de structuration, il faut bien s'organiser. Madame, non, je pense que je vais vous accorder la parole. Moi, le problème de structuration, c'est un problème qui dépasse le Bénin, quoi. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique francophone. L'Afrique francophone. Francophone globalement, parce qu'il y a l'Afrique du Sud, le Maroc, tout ça, c'est un peu différent. Et l'autre chose, c'est que ça part du fait qu'il y a manque de certains spécialistes dans le secteur. Okay. Il y a parfois par exemple, moi j'ai réalisé un court-métrage sur fonds propres avec des amis, on a fait un court-métrage, mais on n'a jamais eu de distributeur. On n'a jamais eu de distributeur. Tout le monde, n'importe qui voit le film, waouh, comment vous avez fait ça, à combien, comment ça est passé, mais on n'a jamais eu de distributeur. Peut-être que si dans le temps, quelqu'un parmi nous s'est dit, bon, ok, bon, moi, il dit que je suis distributeur, peut-être que le film allait tourner. On se lève seulement pour être distributeur. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un parmi nous avait dit ça, peut-être que le film allait tourner. Mais il y a certains réalisateurs, c'est le fait d'avoir tourné son film et de regarder le film dans le tiroir, il fait qu'il se dit, bon, ok, moi, j'irai voir les salles, j'irai voir des diffuseurs et tout, je vais leur proposer le film. Parce qu'au Bénin, on ne commence pas à avoir des producteurs au Bénin. Madame Chabi a un exemple. Mais il faut qu'on se dise la vérité, on n'a pas de distributeur. Au Bénin, à l'heure actuelle, on n'a aucun distributeur. On a eu des distributeurs dans le temps. Ça va choquer certains quand je dis ça. Mais on a eu des Vinaïm, on a eu Top Showbiz, on a eu certains... Tu permets que je dise un mot sur ça? Oui, dis un mot sur ça. Vinaïm, Top Showbiz. Il a raison de dire qu'on a eu des distributeurs. Mais je vais rapidement classifier les étapes de distribution pour le film. Okay. Aussi, je parle de cinéma. Oui. Cinéma, on commence en salle. 2 ans après, minimum, 2 ans après, vous allez à la télévision. Télévision, DVD. Vinaïm et autres, là, c'est niveau DVD. Okay. Vous sortez votre film, vous allez en DVD, vous le tuez en même temps. Oui. Okay. En fait, je pense que... Non. Vinaïm et autres, ils ont répondu à un problème qui existait, à un besoin qui existait, et ils ont permis quand même que des films soient distribués. Ils ont permis à des personnes qui ont investi des millions de rentrer en possession de leurs fonds. C'est l'étape qui devait suivre qu'on a fait. Maintenant, je pense que aussi l'évolution du secteur actuellement fait que un film peut ne jamais sortir en salle et avoir le succès. Bien sûr. Netflix l'a démontré. Ouais. Même si il y a des ténors du cinéma qui ont voulu barrer la route à Netflix, ils n'ont pas pu parce qu'ils ont les gros moyens. En quelque sorte, c'est ces réseaux-là, les plateformes de streaming qui actuellement détiennent le cinéma mondial.
Les télévisions et tout ça, ça vient après. Aujourd'hui, lorsque Netflix décide de sortir, Netflix peut sortir un film, en un mois, Netflix a rentabilisé le film, passe à une autre étape. Maintenant, notre problème au Bénin, c'est que on a le personnel pour faire les films. Il faut qu'on le dise, on a le personnel pour faire les films, on a les acteurs, on a des producteurs, on a des techniciens, on a tout ce qu'il faut. Mais on n'a personne pour vendre. C'est comme une dame qui fait Ataï TV. Elle fait Ataï TV. Bon, Ataï TV, c'est un exemple qu'on ne va pas beaucoup comprendre. Je donne un exemple de Fond Milk. J'espère que je ne fais pas de publicité. Je donne l'exemple de Fond Milk. Lorsqu'ils produisent leurs produits, c'est d'autres personnes qui partent vendre. Le cinéma répond normalement à cela. Lorsque je fais mon film, je n'ai pas l'énergie qu'il faut pour communiquer de telle manière que des personnes disent « Ok, nous, on va prendre le film ». C'est ça, au fait. Donc, il faut réellement que, si, entre nous, il n'y a pas de distributeur, ce n'est pas un problème, mais que l'État essaie maintenant de pallier à cela, si c'est des personnes que l'État va former pour qu'ils deviennent des distributeurs et tout, que l'État joue sa partition. Je suis sûre que vous avez beaucoup à dire par rapport à cela. Et derrière aussi, qui pourrait être distributeur finalement? Oui, en fait, moi, tout à l'heure, qui me parlait des gens qui faisaient tout à la fois, que moi j'ai longtemps appelé des hommes et des femmes orchestres dans le cinéma, parce qu'ils faisaient, voilà, taper la batterie ici, ils allaient faire la guitare à côté. Il ne faut pas perdre de vue quelque chose. C'est bien beau maintenant, 20 ans après, de venir s'asseoir en disant ah ben, il n'y a pas de distributeur, ou alors non, on va distribuer, mais les films ne sont pas de bonne qualité. Il faut voir le chemin parcouru. Exactement. Moi, je suis dans ce métier depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé un peu tard. Si à l'époque j'avais eu le courage, j'aurais commencé beaucoup plus tôt. Et quand j'ai commencé, il n'y avait ni producteur, ni distributeur locaux. Je me rappelle. D'accord. Et j'ai eu un gros souci avec un producteur et j'ai été obligée de devenir productrice. Ce n'était pas, disons, mon souhait. Oui, c'est exactement. Moi, j'écrivais, je réalisais. J'ai été obligée de créer ma boîte parce que mes projets étaient en danger. Et à ce moment-là, j'ai distribué également parce que j'avais besoin de gagner de l'argent, de rentrer dans mes frais. Parce que ce que les gens oublient, c'est que les financements maintenant ça a un peu changé, les financements des contenus ne se faisaient pendant longtemps que par des guichets internationaux, à fonds perdus. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent et vous dit « Oh, vous n'avez pas besoin de rembourser ». Donc, quand vous n'avez pas besoin de rembourser l'argent, vous n'avez pas envie de le distribuer parce que c'est de l'argent qu'on vous a donné. Mais quand vous voulez faire un film de qualité, que vous allez emprunter de l'argent à la famille, que vous allez vendre des terrains, que vous investissez une partie de votre patrimoine pour compléter cette subvention que vous avez reçue, vous avez bien envie de vendre le film pour récupérer le patrimoine et payer vos dettes. Exactement. Donc c'est comme ça que petit à petit, ici au Bénin en tout cas, ceux qui faisaient des films ont commencé à se dire « Ah, on a besoin de distribuer. Et moi je dis toujours que le Bénin est particulier parce qu'il y a eu à un moment donné 2 écoles au Bénin. Il y a eu l'école que moi j'ai appelée l'école Nollywood. Tibio s'en parlait tout à l'heure. L'école Nollywood et l'école classique. C'était pas pareil. Les Vinaïm et tout ça, c'est des gens qui distribuaient les produits de cinéastes béninois qui s'inspiraient de Nollywood. Ces gens avaient compris le modèle économique nigérien et ils se sont dit, tiens, nous... Ils se sont fait de l'argent. La créativité, ça ne sera pas notre fort. La qualité, on va voir plus tard, mais on en revient au contenu et comment le public se reconnaît dans les histoires. Du moment où les gens se reconnaissaient dans les histoires, ces gens produisaient les contenus et ils étaient consommés. Et ils avaient des distributeurs qui faisaient les DVD et on achetait ça comme des petits pains. Ils faisaient jamais de perte. Ils faisaient 10 fois le capital. On a acheté ces produits-là comme des petits pains. Et ils se sont fait beaucoup d'argent. C'est les seuls qui, jusqu'à présent, ont été, ont vécu du cinéma mais très bien. Très bien. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Mais c'était le modèle
de Nollywood. Un modèle qui n'est pas le modèle feutré des salons occidentaux. Mais ce qui s'est passé, c'est que de l'autre côté, il y a eu la création d'écoles, la création de cours et tout ça. Et une partie de la jeunesse, évidemment, lettrée, a décidé de se former avec les normes internationales. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand tu te formes aux normes internationales, comme on disait tout à l'heure, ce qu'on te demande de faire comme contenu, c'est un contenu qui doit plaire au cinéma parisien, oui, au cinéma américain, au cinéma japonais. Mais ça ne leur plaît pas. Ce n'est pas des histoires qui leur parlent. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai commencé à aller au FESPACO. Avant de nous donner votre exemple, je pense que nous allons prendre une courte pause publicitaire enfin. D'accord. Auditeurs, auditrices, bonsoir. Bienvenue dans votre émission où nous parlons de la réussite scolaire de nos enfants. Aujourd'hui, je souhaite évoquer les manuels, les cahiers d'activités et livres d'exercices de la collection citoyenne de la réédition, spécialement conçus pour les niveaux de l'enseignement primaire jusqu'à la terminale de l'enseignement secondaire. Des livres en couleur d'une qualité exceptionnelle qui facilitent grandement la compréhension des sujets étudiés. Opter pour ces ouvrages élaborés par des experts locaux de renom, c'est offrir à nos enfants les moyens de devenir de véritables prodiges. Alors, chers parents, le succès de vos enfants est à portée de main. N'attendez plus. Merci papa pour le livre. Tu le mérites, ma fille. La réédition est vraiment une collection citoyenne.